Salam alaikum. Voici la correction de l'examen recherche opérationnelle de cette année 2021-2022. Session normale, section A et B et C. L'examen est composé de trois parties. La première partie, c'est résoudre graphiquement, c'est-à-dire en utilisant la méthode graphique. La deuxième exercice, ça concerne le simplex. Et la troisième partie, c'est question de cours, le dual. Alors commençons par la correction du premier exercice. Alors on a exercice 1, résoudre graphiquement le système P1 suivant à l'aide de la figure 1, puis répondre aux questions. On a la fonction économique max z égale à 2x1 plus 3x2. On a les contraintes 2x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 12. Pour la deuxième contrainte, on a 3x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 24. La troisième contrainte, x1 supérieur ou égal à 2. Et bien sûr, la condition de la non-négativité, on sait très bien que x1 et x2 sont positives. Alors, concernant la première question, la deuxième, la troisième, ça concerne la région réalisable. Pour la première, on doit déterminer les points qui appartiennent à cette région réalisable de P1. Pour la question 2, parmi les points suivants, quels sont ceux qui sont des sommets de la région réalisable? Pour la question 3, le sommet optimal pour le programme linéaire P1. Et la question 4, quelle est la valeur optimale? Et bien sûr, la dernière question, quelles sont les contraintes qu'on peut éliminer sans modifier la région réalisable? À ce qui concerne la méthode graphique, c'est très simple. Il suffit de dessiner les contraintes, de tracer les courbes de chaque contrainte. On sait très bien que la courbe de ces contraintes, ce sont des droites, bien sûr. Et pour tracer une droite, il suffit de prendre deux points distincts. Donc, il suffit de prendre deux points pour chaque courbe pour la dessiner. Pour la première contrainte, on prend 2 points. La deuxième contrainte, on prend 2 points, ainsi de suite. Et on relie ces 2 points pour trouver la droite. Premièrement, on dessine le graphe. On dessine l'axe des abscisses qui sera x1, l'axe des ordonnées qui sera x2. Puis, on prend l'unité de mesure, ça va être 1, 1. De même, et après, on dessine la première contrainte. La première contrainte, c'est 2x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 12. Donc, on prend 2x1 plus 4x2 égale à 12 et on essaie de trouver deux points. Les points qu'on a trouvés, c'est 0, 3 et 6, 0. Et on relie ces deux points pour trouver la droite qui correspond à cette fonction. On passe à la contrainte suivante. On a 3x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 24. De même, on écrit l'égalité. On essaie de trouver deux points. On a 0,6 et 8, 0. Parce que si on remplace x1 par 0 et x2 par 6, on trouve 24. 3 fois 0 plus 4 fois 6 égale à 24. De même, si on remplace x1 par 8, x2 par 0, on va trouver 24. Donc, les deux points qu'on a trouvés, c'est le point E et le point C. On relie ces deux points et on trouve la droite. De même, on passe à la troisième contrainte. On a x1 supérieur ou égal à 2. On dessine une droite parallèle à l'axe des ordonnées et qui correspond à x1 égale à 2. On passe à la fonction objectif. On a max z égale à 2x1 plus 3x2. Pour dessiner cette fonction, on prend 2x1 plus 3x2 égale à 0. On essaie d'écrire x2 en fonction de x1. On aura x2 égale à moins 2 sur 3x1. Donc, on peut prendre maintenant facilement deux points. On prend le point 0, 0 et le point 3, moins 2. Et on dessine la fonction. Voilà, en rouge. L'intersection de ces courbes, l'intersection de toutes ces droites, bien, au moins 2, 3, ainsi de suite, d'après les contraintes.
on va trouver la région réalisable. La ligne violet et la ligne bleue se coupent en point G et on a aussi la ligne des abscisses se coupe avec la ligne bleue en point B et en point A. Alors, la région réalisable, c'est AGB. Voilà. Maintenant, on peut répondre facilement aux exercices. La ligne en bleu correspond à la première contrainte. La ligne en vert correspond à la deuxième contrainte. En violet correspond à la troisième contrainte. Et bien sûr, pour la fonction, c'est la couleur rouge. On a trouvé l'intersection. L'intersection de ces deux droites, avec l'axe des abscisses bien sûr, forme la région jaune, qui sera la région réalisable de système P1. Alors, pour la première question, parmi les points suivants, quels sont ceux dont on peut affirmer qu'ils appartiennent à la région réalisable? Bien sûr, d'après le graphe, on a les points sont A et G et B. Et l'intérieur, bien sûr, de cette région. Alors, d'après les points qu'on a, on a le point H, non. Le point G, oui, appartient à cette région jaune. Pour le point F, non. Pour le point B, oui. Alors, la réponse correcte, c'est la réponse B et la réponse D. On a le point G de 2 avec ses coordonnées de 2 et le point B avec les coordonnées 6, 0. On passe à la question suivante. Parmi les points suivants, qui sont ceux qui sont les sommets? Bien sûr, pour la région jaune, c'est la région réalisable de P1. On a les sommets sont A et G et B. Alors, on trouve, pour la question 2, les réponses correctes sont la réponse A et la réponse B. On passe à la troisième question, le sommet optimal. Le sommet optimal, ça veut dire on cherche à maximiser la fonction, puisqu'on a max z. Bien sûr, ici, on trouve que le point B est le sommet optimal. Si on remplace x1 par 6 et x2 par 0, on trouva 12. Alors, la valeur optimale du programme linéaire P1 est 12. C'est la question. C'est le choix C. Maintenant, il vous demande de trouver quelle est la contrainte qu'on peut éliminer sans modifier la région réalisable. Vous allez poser la question, quelle est la contrainte qu'on n'a pas utilisée pour déterminer la région réalisable? C'est la contrainte qu'on a coloriée, sa droite en vert. Ça veut dire la deuxième contrainte. La deuxième contrainte correspond à 3x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 24. Donc, on peut éliminer cette contrainte sans modifier la région réalisable. On a juste utilisé deux droites qui seront la droite violet et la droite bleue. Et bien sûr, avec la fonction objectif, la droite rouge. Alors, la réponse du premier exercice, on a pour la première question, on a BD. La deuxième question, AB. La troisième question, c'est la réponse A. La quatrième question, la réponse C. Et la cinquième question, la réponse D. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on a soit P2, un programme linéaire de maximisation sous sa forme canonique. On vous demande ici de résoudre le programme P2 par la méthode du simplex vu en cours sous forme de tableau et renseigner le tableau initial ci-après. On a le système P2, on a le premier tableau et après il vous demande que après les calculs on a trouvé deux tableaux. Il vous demande de trouver les valeurs manquantes pour répondre aux questions. Cet exercice est identique à l'exercice de l'année dernière, c'est la même chose, juste il a changé les valeurs. Alors, pour la première question, il vous demande de trouver les valeurs, la question qui suit la même chose. Après, dans la question 9, il vous demande de trouver le point optimal du système P2.
Et après, la valeur optimale du système. Voilà. C'est la même chose que l'exercice qu'on a déjà corrigé, l'exercice de l'année dernière. Voilà pour le deuxième exercice. On cherche à maximiser la fonction objectif z égale à 3x1 moins 1x2. La première des choses, c'est la fonction objectif. On connaît très bien notre fonction objectif. On écrit les contraintes, la condition de la non-négativité, puis on transforme le système d'inéquation en un système des équations. Et comment faire ceci? C'est en ajoutant les variables d'écart. Pour la première contrainte, on ajoute x3. Pour la deuxième contrainte, on ajoute x4. Et pour la troisième contrainte, on ajoute x5. Et pour la fonction objectif, on écrit 3x1 moins 1 x2 plus 0 x3, 0 x4 et 0 x5. Et sans oublier qu'on doit respecter la condition de la non-négativité. Toutes ces variables, les variables de décision, les variables d'écart doivent être positives. Comme on a dit la dernière fois, on a déjà expliqué la méthode du simplex. On a dit qu'on commence par élaborer le premier tableau, puis on pose la question si on a la condition d'arrêt. Si oui, on a trouvé la réponse. Sinon, on choisit la variable entrante, la variable sortante, on actualise le tableau, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve la condition d'arrêt. Alors, on essaie d'élaborer le premier tableau. On a b, petit b, x1, x2, les variables de décision. Je l'écris en vert, c'est un choix. Et pour les variables d'écart, x3, x4, x5. Et bien sûr, dans la base, pour le premier tableau, on réécrit x3, x4, x5. Maintenant, comment remplir ce tableau? On prend notre système et on recopie la matrice. Pour la première ligne, comment remplir la première ligne? On a la première contrainte, on a les coefficients de la première contrainte. On a 1 pour x1, 1 x2, 1 x3 égale à 7. Alors le petit b, ça correspond à 7. Pour xa, on a 1, x2, 1, x3, 1 et les autres 0. Puisqu'on n'a pas x4, x5, on écrit 0. On passe à la deuxième contrainte. Pour remplir la ligne qui suit, pour remplir la deuxième ligne, on recopie les coefficients de la deuxième contrainte. Donc on passe à la deuxième contrainte, on a moins 2x1 plus 3x2 plus 1x4 égale à 6. Le petit b, c'est 6. Pour x1, on a moins 2. Pour x2, on a 3. Pour x4, on a 1. x3, 0. x5, 0. Puisqu'on n'a pas x3, x5, on écrit 0. De même pour la troisième ligne. On passe à la troisième contrainte. On a pour le petit b, 8. Pour x1, 2. x2, moins 1. x5, 1. Et les autres, 0. Pour la dernière ligne, ça correspond à z, la fonction économique. On recopie les coefficients 3, moins 1, 0, 0, 0 et 0 pour le petit b. Voilà, on a réussi à trouver le premier tableau. Maintenant, on pose la question, est-ce qu'on a la condition d'arrêt? On a dit que la condition d'arrêt, c'est lorsque les coefficients de la fonction z sont négatifs et nuls. En voyant la dernière ligne, on trouve qu'on n'a pas cette condition d'arrêt. Alors, la réponse est non. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit itérer le tableau 1. Voilà, comment faire ça? On doit chercher la première des choses, on doit chercher la variable entrante, la variable sortante et après le pivot. Pour déterminer la variable entrante, je repère le coefficient de z le plus positif. Pour trouver la variable sortante, je repère le plus petit rapport positif. Et le pivot, bien sûr, c'est l'intersection de la ligne du pivot et de la colonne du pivot. Donc, je commence par déterminer la variable entrante. Je constate que 3 est le plus grand coefficient de z. Donc la ligne de x1 correspond à la colonne du pivot et la variable entrante est x1. Maintenant, je passe à déterminer la variable sortante. Bien sûr, je sais que je dois repérer le plus petit rapport positif, donc je dois calculer les rapports.
On doit effectuer le rapport des contraintes aux coefficients correspondants. Ça veut dire on doit diviser 7 sur A, 6 sur moins 2, 8 sur 2 et 0 sur 3. On trouve les rapports 7, moins 3, 4, 0. Maintenant, il suffit de déterminer le plus petit rapport positif qui sera 4. Alors, c'est la ligne du pivot x5 et x5, ça va être la variable sortante. Enfin, on a trouvé la ligne du pivot, la colonne du pivot. On sait très bien que l'intersection de ces deux, ça donne le pivot. Alors, le pivot, c'est 2. Maintenant, pour passer au deuxième tableau, on doit faire entrer le x1 dans la base. Maintenant, on sait très bien que la variable x5 va sortir de la base et la variable x1 va entrer dans la base. Il va remplacer x5. Voilà. x1 a remplacé x5. Maintenant, pour remplir le tableau 2, on sait qu'on va diviser la ligne du pivot par le pivot. D'après le premier tableau, on divise cette ligne par 2. 8 sur 2, ça donne 4. 2 sur 2, ça donne 1. Moins 1 sur 2, c'est moins 1 demi. 0 sur 2, 0. 0 sur 2, 0. Et 1 sur 2, c'est 1 demi. Voilà. On passe à la colonne pour le premier tableau. On sait très bien que la colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. Donc, à part le pivot, on écrit des 0, 0, 0, 0. Et pour le 2, on écrit 1. Voilà. Maintenant, chaque fois qu'une ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie toute la colonne. On trouve que d'après le premier tableau, on a cette colonne. Cette colonne croise la ligne du pivot en 0, donc on va recopier toute la colonne de x3. De même pour... Donc on écrit 1, 0, 0, 0. De même pour la colonne de x4. Il croise la ligne du pivot en 0, donc on recopie 0, 1, 0, 0. Pour les autres éléments, je les calcule à l'aide de la méthode du rectangle. On a déjà expliqué la méthode du rectangle l'examen de l'année dernière, lorsqu'on a corrigé l'exercice 2. Donc c'est pas la peine de revoir cette méthode. On va calculer directement. Donc c'est pas la peine de revoir cette méthode. Donc on va calculer rapidement les cases. Et voilà, on trouve 3, 3 sur 2, moins 1 demi, 1, 2, 14, 4, ainsi de suite. Enfin, on a trouvé le tableau 2. Et on pose la question, est-ce qu'on a la condition d'arrêt? Et la réponse est non. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit itérer encore une fois le tableau. On cherche la variable entrante, la variable sortante, le pivot. Premièrement, d'après le premier tableau, on a trouvé table 2. Maintenant, d'après table 2, on va trouver tableau 3. Je refais les mêmes étapes qu'on a fait. Je refais la même chose qu'on a déjà fait. Ça veut dire on trouve la variable entrante, sortante, ainsi de suite. Pour la variable entrante, je repère le coefficient de z le plus positif. On a 1 sur 2, ça veut dire 1 demi, c'est positif. Donc la colonne de x2 et la colonne du pivot. Et la variable entrante est x2. Puis je passe à chercher la variable sortante. Je calcule les rapports pour déterminer le plus petit rapport positif. Je divise 3 sur 2, 14 sur 2, 4 sur moins 1 demi, moins 12 sur 1 demi. Et je trouve après les calculs 2, 7, moins 8, moins 24. Maintenant, je repère le plus petit rapport positif, je trouve 2. Alors, cette ligne correspond à la ligne du pivot. Et de même, on a x3, ça va être la variable sortante de la base.
Et on sait très bien que l'intersection de la ligne du pivot et de la colonne du pivot, ça donne le pivot. Donc le pivot dans ce cas, c'est 3 sur 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait très bien que x3 va sortir de la base et x2 va remplacer x3. Donc, j'écris x2 à la place de x3. Donc, on fait entrer x2 dans la base. Maintenant, pour remplir le troisième tableau, l'itération, qu'est-ce qu'on doit faire? On va diviser la ligne du pivot par le pivot. Voilà, on a 3 sur 3 sur 2, 0 sur 3 sur 2, 3 sur 2 sur 3 sur 2, ainsi de suite. Et on trouve 2, 0. Et on trouve 2, 0, 1, 2 sur 3, 0, moins 1 sur 3. Pour la colonne du pivot, autre que le pivot, c'est des zéros. Alors, cette colonne correspond à cette colonne. La case du pivot, j'écris 1, les autres 0, 0, 0. Troisième astuce, c'est que chaque fois qu'une ligne du pivot croise une colonne en 0, on recopie toute la colonne. Donc, je remarque qu'on a cette colonne croise la ligne du pivot en 0, donc je recopie toute cette colonne, 0, 0, 1, 0, voilà, 0, 0, 1, 0. Et je remarque aussi que cette colonne croise la ligne du pivot en 0. Donc, je recopie toute cette colonne 0, 1, 0, 0. Et je sais très bien que pour les autres éléments, je les calcule à l'aide de la méthode du rectangle. Mais attention, je fais attention au calcul. Et voilà, finalement, je trouve le tableau 3. Maintenant, je peux poser la question, est-ce qu'on a la condition d'arrêt? C'est quoi la condition d'arrêt? C'est lorsque tous les coefficients de la fonction z sont négatifs ou nuls. Bon, ici, on n'a que des valeurs négatives et nulles, donc on a la condition d'arrêt. Ça veut dire qu'on est à l'optimum. Donc, la réponse est oui. Et l'exercice termine ici. Maintenant, on peut répondre facilement aux questions. Remarque que le premier tableau correspond au tableau 1, le deuxième tableau c'est table 2 et le dernier c'est l'itération qui suit, c'est l'itération 3, tableau 3. Donc on peut trouver facilement les valeurs. Pour A c'est 14, pour B c'est 12 puisqu'on a moins B c'est moins 12, donc B c'est 12, pour C 3 sur 2, pour D 1 sur 2, pour E, moins 3 sur 2. Maintenant, on passe à le tableau rouge. On a F 2, G 5. Pour moins H, c'est moins 13, donc H, c'est 13. Pour I, c'est 2 sur 3. Pour J, moins 4 sur 3. Pour K, moins 1 tiers. Pour M, moins 1 tiers, de même. Pour N, 1 tiers. Voilà. Et pour P, moins 4 sur 3. Enfin, je recopie toute cette valeur pour trouver facilement les réponses. Pour la question 6, je choisis A, je choisis P aussi, D. Sont les réponses correctes. On a A14, B12, E, moins 3 sur 2, c'est correct. Pour la question 7, on a M, c'est moins 1 sur 3. Pour la question 6, on a G, on a J, on a P. Pour la question 9, il vous demande de trouver le point optimal du système. D'après le tableau 3, on remarque que pour trouver le point optimal, on cherche x1, x2, puisque ce sont les variables de décision. Donc, on a x1, c'est 5. On a x2, c'est 2. Alors, c'est le point 5, 2. Et on écrit x1, c'est 5. Et on choisit la réponse C. Pour la dernière question, il vous demande de trouver la valeur optimale.
En lisant la dernière ligne, on trouve que z égale à 13. Donc, la valeur maximale de z, c'est 13. Donc, la valeur optimale, c'est 13. Puisqu'on n'a pas cette réponse, on choisit la réponse E. Puisqu'on n'a pas 13 parmi ces choix, on a 12, 16, 19, 23, donc on écrit la réponse E. On coche la réponse E. Finalement, on a trouvé que la question 6 ABD, la question 7 D, la question 8 ABD, la question 9 C et la question 10 CE. Si vous n'avez pas compris comment on a calculé ces valeurs, je vous conseille de voir la vidéo précédente, la vidéo de la correction de l'exercice 2 de l'examen de l'année dernière pour voir l'explication de la méthode du simplex en détail.